Mesdames, Messieurs, chers amis internautes qui nous regardez à distance, qui nous écoutez, merci d'être là. Je suis très heureux de pouvoir parler une fois de plus des plantes. Tout le monde aime les plantes sont nos amis, mais parfois on ne connaît pas toutes les possibilités qu'elles recèlent et qu'elles nous offrent. Aussi, le thème général de cette manifestation étant l'immunité, je vais parler aujourd'hui des plantes pour stimuler nos défenses, vos défenses, les miennes avec, donc c'est plus nos défenses que vos défenses. Et je ne voudrais pas, à l'instar de cette jeune femme que l'on voit sur l'écran, qui a l'air de se prendre la tête, ni que ce soit l'image de mon propos qui serait trop compliqué, ni non plus que ce soit l'image de ce que les gens ressentent actuellement, ce que mes patients me disent, qu'au fond, ils se prennent la tête parce qu'ils ne comprennent plus rien à ce qu'on leur raconte en matière d'immunité. Qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce qui est mal? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quel virus est dangereux? Il faut reconnaître que depuis quelques mois, nous avons en France la chance d'avoir 70 millions de virologues, autant d'épidémiologistes et d'infectiologues, et tout le monde peut se faire son opinion, mais dans un climat effectivement extrêmement désagréable d'informations contradictoires. Et c'est vrai que c'est anxiogène, ça a toujours été anxiogène, c'est millénaire, c'est éternel dans l'humanité, d'être angoissé par les infections. Savoir que peut-être on n'est pas prêt à se défendre. Alors, d'abord parce que la peur des infections est au fond de chaque être humain. Vous savez, nous avons dans notre inconscient collectif, au fond, vraiment, au fond de notre cerveau, toutes les angoisses des épidémies précédentes. Nous n'étions pas nés, même nos parents, nos grands-parents n'étaient pas nés, mais tous ces grands fléaux qui ont décimé l'humanité, forcément, on en garde une trace au fond de nos cerveaux. Donc la peur des infections, elle est logique. Le plus petit, la petite bête, comme on dit, vous savez, ce qu'on dit aux enfants, c'est pas la petite bête qui va manger la grosse bête. Eh bien, parfois, si, on le sait. C'est aussi les peurs liées aux moyens à utiliser pour se défendre. Parce que parfois, on peut avoir le sentiment que le remède est un peu pire que le mal. Et que les moyens, en particulier en termes de capacité à vivre normalement, peuvent être largement obérés. Et ça peut générer ça aussi des peurs. Moi, j'ai des patients qui ont peur du confinement, et d'autres qui ont été ravis du confinement, qui ont vécu ça comme une parenthèse absolument délicieuse. Et puis, il y a aussi la peur des médicaments à prendre en cas de maladie, ce qui est tout à fait paradoxal. On pourrait se dire, tant mieux qu'on ait des médicaments. Encore heureux qu'on ait quand même des moyens thérapeutiques. Eh bien, il peut y avoir une peur liée à cela. Peur, le vaccin, par exemple, qu'on nous annonce pour le coronavirus, mais les vaccins, d'une façon générale, sont accueillis parfois avec espérance et pour d'autres personnes avec angoisse. Moi, je vous dis tout de suite, je ne fais pas partie des vaccinosceptiques et je trouve que les vaccins sont une très bonne solution lorsqu'ils sont bien tolérés et efficaces. Mais tout ça peut générer des peurs, tout ça peut générer de l'angoisse. Alors, vous voyez, là, on est dans une image beaucoup plus bucolique, avec une atmosphère un peu de tranquillité. On sent bien que la tisane, là, quand on la prend, c'est qu'au fond, la maladie n'est pas si grave. Et ce désir de naturalité, on le retrouve de plus en plus dans les populations occidentales. C'est d'ailleurs amusant de constater qu'on a en même temps, ces dernières années, et bien avant le problème du coronavirus, on a ces dernières années une espèce de montée en charge à la fois d'un profond désir de naturalité dans l'alimentation, dans l'air qu'on respire, dans les médicaments qu'on prend, dans les procédés thérapeutiques des populations occidentales, et en même temps, un matraquage, un petit peu, une pression parfois, qu'on peut juger des fois légitime, des fois excessive, de ce qu'on appellerait, on va dire, les solutions tout chimiques. Et hélas,
ça n'a pas de rapport avec la thérapeutique, mais plutôt avec l'alimentation. La réintroduction des néonicotinoïdes de ces jours derniers n'est pas faite non plus pour aller dans le bon sens et pour nous rassurer. Face à ce désir de naturalité, je rajoute légitime, nous avons donc à discuter de 4 lignes de défense. Et au fond, de 4 manières pour lesquelles les plantes sont susceptibles de nous aider. Alors, il n'y a pas que les plantes. On parlait, il y avait une question juste à la conférence qui a précédé avec le docteur Patrick Aubé, une question sur le zinc, sur le cuir, sur le cuivre, pardon, pas sur le cuir. Il y a tout un tas de choses, l'alimentation, l'exercice physique. Il n'y a pas que les plantes pour stimuler notre immunité, mais il y a les plantes aussi. Parce que, ça c'est une phrase que, voilà, elle est de moi, donc forcément je l'aime bien, parce que nous ne sommes pas tous égaux face aux virus et aux microbes, eh bien les plantes sont là pour nous aider à résister, à nous défendre. Nous défendre, là on voit le dessin qui est là, ne représente que des virus. Ils sont jolis tous ces virus, ils sont de différentes formes, de différentes couleurs, avec un au premier plan, avec cette petite couronne de spicules là, qui nous rappelle un virus un peu à la mode en ce moment. Mais il faut savoir que se défendre, ce n'est pas uniquement contre les virus, c'est aussi contre les bactéries, les microbes. Donc ces cellules qui sont beaucoup plus grosses et qui ont un noyau, alors que les virus n'en ont pas, mais c'est aussi les champignons, etc. Et même on parle actuellement d'autres types d'agents infectieux. Les 4 lignes de défense dont je parlais tout à l'heure, c'est d'abord la défense innée, on va en dire un mot, l'immunité acquise, c'est surtout elle qui est la star en ce moment. Je fais un test, est-ce que j'ai des anticorps, est-ce que j'en ai pas? Mais aussi la capacité d'adaptation de notre organisme. Et d'adaptation, c'est au sens le plus biologique, au plus endocrinien, les glandes endocrines qui tiennent ces capacités d'adaptation. Et puis, je mets, moi, une 4e ligne de défense, parce qu'elle me semble vraiment importante, et on en parle peu. Si on en parle quand même, il ne faut pas exagérer, mais on n'en parle pas assez, qui est la posture émotionnelle. Et un certain professeur de médecine du sud de la France, nous sommes dans le sud de la France, mais un petit peu plus à l'est, avec une barbiche un petit peu plus importante que la mienne, et qui a tendance, moi je la touche moins que lui, mais il disait qu'il y a peu que l'anxiété, ça diminuait les défenses immunitaires, il a raison, il n'est pas le seul à le penser. Donc, on va parler d'abord de cette défense innée. Elle est avant tout génétique. Il y a des familles où tout le monde attrape tout, et il y a des familles où personne n'attrape rien, ou presque rien. Elle est surtout non spécifique, contrairement à la défense acquise qu'on va voir tout de suite derrière. Un élément étranger, un microbe, un virus pénètre, parfois un autre type de corps étranger, et immédiatement, heureusement qu'il ne faudrait pas attendre de fabriquer des anticorps, attendre qu'il y ait une mémoire immunitaire, parce qu'entre-temps, on pourrait périr. Donc, il y a une défense qui est non spécifique, avec des grosses cellules qui vont attaquer directement l'intrus. Cette défense innée, elle est immédiate, et heureusement qu'on l'a. Mais elle est très dépendante du terrain. Alors, du terrain génétique, on l'a dit, mais il y a une partie du terrain qui n'est pas génétique. Et c'est ça qui est intéressant, parce que la génétique, à part pleurer, parce qu'on appartient à telle famille qui est sujette à tel type de maladie ou pas, il n'y a pas d'autre solution, pour l'instant en tout cas, mais il y a des choses acquises, il y a des choses sur lesquelles on peut jouer, et en particulier le microbiote. C'est très important maintenant, on découvre ça depuis un bon paquet d'années maintenant, mais les recherches progressent assez rapidement dans un univers qui est extrêmement vaste, l'univers de ce qu'on appelait avant la flore intestinale. Nous savons que nous avons plus de cellules dans nos intestins que dans la totalité de notre organisme, parce qu'une bactérie, c'est beaucoup plus petit qu'une cellule normale, nos cellules à noyau qui constituent notre corps. Donc, avoir un bon microbiote, mais ce n'est pas mon sujet aujourd'hui, donc je ne vais pas en dire plus, c'est extrêmement important. Et l'importance aussi d'une certaine réactivité biologique. Quand on a le foie complètement engorgé,
qu'on a les reins qui sont un petit peu limites et les poumons aussi qui ont du mal à se remettre parce qu'on vit dans une atmosphère extrêmement polluée avec beaucoup de microparticules. C'est sûr que le terrain va être plus mauvais et les défenses immunitaires vont être moins bonnes. Un mot à propos du foie, c'est pas un hasard, vous savez, tous les ans, la première semaine de janvier, la première et la deuxième, il y a une épidémie de gastro-entérite. En tout cas, moi, je suis en région parisienne, il y a une épidémie de gastro-entérite. Alors on dit bah, c'est la saisonnalité, oui, un peu, mais c'est surtout, les gens ne sont pas plus propres ni pas plus sales. On sait que la gastro-entérite, c'est les mains et les poignées de porte. Hein. Si on se coupait les mains et qu'on enlevait toutes les poignées de porte partout, il n'y aurait plus de gastro-entérite. Mais comme par hasard, ça arrive la première semaine et la deuxième semaine de janvier, c'est-à-dire au moment où nous avons le plus dans l'année accumulé. Ce n'est pas le fait de réveillonner 2 fois, c'est surtout, ça commence souvent le 15 décembre et on finit les chocolats les premiers jours de janvier. Donc, avoir une bonne fonction hépatique, une bonne fonction rénale, une bonne fonction pulmonaire, c'est essentiel. C'est la notion de détox. Et les plantes qui vont nous aider dans cette défense innée, il y en a un certain nombre, là ce n'est pas exhaustif. Moi j'ai envie de vous parler du radis noir, qui a fait la preuve de son efficacité comme hépatoprotecteur. Il protège le foie contre les attaques de substances toxiques, le stress aussi. Il faut savoir qu'un des toxiques du foie, ce n'est pas seulement l'alcool, le paracétamol et le Coca-Cola, c'est aussi le stress. Particulièrement intéressant parce qu'il a une action sur le métabolisme du glucose. Alors ça ne soigne pas le diabète, bien évidemment, mais dans le diabète et surtout dans le prédiabète où il y a des taux d'insuline très élevés, on sait que ça diminue l'immunité naturelle et le radis noir a un effet régulateur sur ces choses-là. Le chardon-marie, qui fait partie des grandes plantes amies du foie, c'est un hépatoprotecteur et même c'est un hépato un petit peu régénérateur. Mais surtout, le grand hépato régénérateur, c'est le desmodium, qui est ce parasite des racines de cacao. On dit parasite, d'ailleurs, on pense maintenant que c'est plutôt une espèce de symbiose et de collaboration entre deux plantes. Hein. La notion de parasitisme végétal maintenant est un peu décriée. Et le desmodium, vraiment, je vous incite, lorsque vous sentez que la réactivité, fatigue du matin, il n'y a pas besoin d'attendre l'histoire des défenses immunitaires, hein, mais quand on sent que le foie a besoin d'une petite cure détox, le desmodium, c'est quelque chose d'assez incroyablement efficace. Le chardon-marie aussi, et le pissenlit, qui est à la fois draineur général, hein, détox un peu général du corps, et bien évidemment hépatoprotecteur. Alors, on va faire une petite devinette. Je ne vous parle pas à l'écran de la petite bestiole qui est sur ce petit capitule-là, de cette fleur composée. Hein. Les composés, ça veut dire que chaque petit grain rouge est une fleur. Hein. Et ce n'est pas une seule fleur, c'est un groupe de fleurs. Est-ce que vous savez quelle est cette fleur? Quelle est cette plante? Bravo, c'est l'échinacée. Effectivement, en plus c'est une plante, je trouve, qui a une couleur absolument merveilleuse. L'échinacée, donc une astéracée originaire d'Amérique du Nord. Petit warning, quand on parle français. Attention, si symptômes de Covid, l'ANSES a mis en garde sur le fait qu'on ne devait pas prendre ce type de plante à action peut-être un peu anti-inflammatoire. C'est sûrement excessif, mais il faut être toujours plus prudent qu'il ne le faudrait. Je conseille de ne pas prendre d'échinacée si on a des symptômes qui peuvent évoquer le Covid. Hein. Bon, après, si ce n'est pas ça, si on a fait un test, si tout va bien, on peut prendre de l'échinacée, sinon non. Même si peut-être on s'apercevra après qu'on a péché par excès, mais il vaut mieux pécher par excès que par défaut. C'est la plante immunostimulante par excellence. Elle agit contre les virus, mais aussi contre les microbes. Hein. Tout le monde sait bien, je l'ai dit tout à l'heure un petit peu rapidement, la différence entre un virus et un microbe. Hein. Du point de vue de la taille, c'est une boîte d'allumettes et un autobus, hein, clairement. Hein. Ce n'est pas du tout la même bestiole. Le virus, c'est une capside avec éventuellement des spicules comme le coronavirus et à l'intérieur un brin d'ADN ou d'ARN. Bon, par exemple, le virus du sida, le coronavirus, c'est ARN.
Et puis, les bactéries, ce sont des cellules plus petites que les nôtres, mais quand même relativement grosses, avec un noyau à l'intérieur. Pardon, sans noyau à l'intérieur, mais beaucoup plus grosses. Et puis, il y a d'autres types de parasites, et notamment les mycètes, les champignons, qui peuvent aussi nous infecter. Et on sait, on le verra après, qu'il y a un équilibre toujours entre les bactéries, les virus et les champignons, les mycètes. Et l'échinacée agit sur ces trois lignes-là. Action contre les rhumes, les grippes, les bronchites. Et donc, c'est toujours intéressant d'avoir une plante qui peut à la fois stimuler notre défense contre les virus de façon non spécifique et aussi contre les éventuelles surinfections bactériennes, puisqu'on sait que quand on attrape un virus, ça favorise l'infection par la bactérie. Alors, je précise tout de suite dans tout mon propos, parce que je ne l'ai pas dit au début, mais je le dis maintenant, qu'il n'y a à l'heure actuelle aucune allégation possible de l'action d'une plante, d'ailleurs d'aucun médicament, contre le coronavirus. Pour l'instant, rien n'a fait la preuve de son efficacité. Par contre, rien n'a fait la preuve qu'essayer de stimuler son immunité, ce serait quelque chose de négatif. Bien manger, faire de l'exercice physique, prendre des plantes, on ne voit pas pourquoi ça serait un effet négatif et plutôt un effet positif. Mais voilà, on ne peut pas alléguer des choses qui ne sont pas prouvées scientifiquement. On continue notre petite séquence de devinettes. En haut, à gauche, facile. N'hésitez pas à parler fort parce que mes vieilles oreilles. Oui, c'est le cyprès. Ensuite, à droite. Oui. Bon, vous avez reconnu une botte d'estragon en bas à gauche? Est-ce que c'est de l'estragon? C'est du thym, bien sûr. Et en bas à droite, ce n'est pas des carottes? C'est du gingembre. Comment booster ces anticorps? On a, du point de vue de l'immunité acquise, pour booster les anticorps, puisque l'immunité acquise, contrairement à l'immunité innée dont je parlais tout à l'heure, là, c'est une immunité qui consiste à ce que l'organisme ait reconnu un intrus, soit allé dans les ganglions lymphatiques en particulier, qui est la caserne en quelque sorte, ou le commissariat local, pour dire il se passe ceci, il se passe cela, qu'on ait mémorisé, qu'on ait fabriqué des lymphocytes sécrétant des anticorps bien spécifiques, et qu'à ce moment-là, les anticorps agissent. C'est ce système-là qu'on va pouvoir booster, par exemple, avec du cyprès, qui agit en plus de son action antivirale sur la circulation sanguine, tout ce qui est varices, hémorroïdes, etc., puisqu'on sait bien que c'est très riche en flavonoïdes qui sont des antioxydants. Le thym, bon, que ce soit en tisane, en gélule, en huile essentielle, on sait bien, attention à l'huile essentielle de thym, surtout chez les enfants, faut demander conseil à son pharmacien. Il y a des chémotypes, comme on dit, qui peuvent poser problème. Le thym qui est un immunostimulant, un anti-infectieux en quelque sorte direct. Le sureau, les baies de sureau, qui est un immunostimulant, un anti-infectieux plutôt sur la sphère respiratoire, et le gingembre qui est tonique. Alors, bon, je vais dire pour le gingembre, comme je dirais tout à l'heure pour une autre plante, les vertus aphrodisiaques, ça reste, à mon avis, du domaine du fantasme. Par contre, sur le plan de la tonicité générale du corps, ça, c'est quelque chose de tout à fait net. Ça augmente l'espèce d'énergie biologique qui, lorsque c'est nécessaire, et on a une activité effectivement antibactérienne, antivirale. Alors là, je ne vous ferai pas l'injure de vous demander quel est cet objet volant que vous avez tout de suite identifié. Bien sûr, nos amis les abeilles, qui ne doivent pas être contentes des décisions de nos députés d'il y a quelques jours, parce qu'elles sont les premières à trinquer. Moi, je préfère avoir des abeilles que des betteraves à sucre, quand on sait que le sucre, en plus, est pratiquement l'ennemi public numéro 1. C'est le tueur silencieux avec on sait, les 3 tueurs silencieux, c'est l'alcool, le sel et le sucre. Oui.
Oui, le jus de grenade est antioxydant, pardon, parce que j'étais branché sur mon abeille. On me demande dans la salle, je le dis pour nos internautes, le jus de grenade, oui, bien évidemment. D'une façon générale, tout ce qui est antioxydant est souvent un petit peu immunostimulant parce qu'il y a un effet détox, l'antioxydant, ça veut dire aussi anti-inflammatoire. Et on sait bien que nos défenses immunitaires, elles sont diminuées par ce qu'on appelle l'inflammation de bas grade. Vous savez, avec comme point central notre intestin. Alors, cette abeille qui butine, elle est là pour expliciter le fait qu'il y a une synergie aussi entre les plantes et la ruche, forcément, parce que les abeilles ne vont pas butiner des poteaux électriques, hein, elles butinent des plantes. Et on a deux produits qui sont extrêmement intéressants pour stimuler les défenses immunitaires. On n'est pas tout à fait dans les plantes, mais on est presque dans les plantes. On est dans un sous-produit, une coopération entre l'animal et la plante, et c'est la propolis qui stimule la fabrication des macrophages. Les macrophages, c'est la défense innée, et c'est une partie de la défense acquise, c'est-à-dire que c'est cette cellule qui va directement grignoter l'intrus. Donc, ça augmente aussi la production de ces fameuses cytokines qui stimulent la production d'anticorps spécifiques. Les cytokines, il ne faut pas qu'il y en ait trop, hein. Vous savez que dans la Covid, c'est au 7e, 8e, 10e jour, c'est cet orage de cytokines qui emmène les gens en réanimation. Mais les cytokines, au départ, sont quand même destinées à nous défendre. Et on a des mélanges d'échinacées et de propolis, de thym et de propolis, qui sont extrêmement intéressants pour augmenter les défenses immunitaires. Bien sûr, la gelée royale, augmentation des défenses immunitaires, comme je le disais tout à l'heure, pour le ginseng, du tonus général aussi du corps, du tonus mental, hein. Et puis c'est une richesse en minéraux, en vitamines, c'est un très bon médicament de convalescence aussi. Alors, on continue dans la série des devinettes, pas trop l'image du milieu, parce que, bon, ça a l'air de quelqu'un qui est en pleine méditation et en pleine contemplation de la nature. Mais en haut à gauche, est-ce que vous reconnaissez cette plante, cette petite plante de Sibérie, qui est la plante qui a fait ouvrir le classeur, qui a généré une nouvelle catégorie de plantes qu'on dit adaptogènes. Bon, on va le voir après. C'est une plante de Sibérie. À droite, la petite grappe là, noir-bleu, c'est un peu plus difficile. C'est l'Eutérocoque et à gauche, c'est la Rhodolia. Et tout en bas, donc ça, vous avez reconnu cette racine qui ressemble un peu, quand on regarde, ça ressemble un peu au petit bonhomme en pâte à modeler qu'on fabrique dans les petites classes. C'est le ginseng. Le ginseng alors le ginseng et l'éleutérocoque, il faut savoir que c'est des variétés qui sont très proches. Dans mon expérience, le ginseng est plus physique, mais ils agissent sur les deux, tous les deux. Et l'éleutérocoque serait plus psychique, hein. L'éleutérocoque avait été expérimenté, mais la rhodiole aussi, en particulier par, surtout la rhodiole, puisque ça pousse en Sibérie, cette plante, par les cosmonautes russes pour la résistance dans l'espace, etc. Et l'éleutérocoque aussi, hein. Donc, ce sont des plantes qui vont augmenter nos capacités d'adaptation. Quand un virus se présente, en plus d'avoir des bons anticorps, des bonnes cellules, etc., il faut que notre corps, nos glandes surrénales, notre thyroïde, notre foie, nos glandes sexuelles, notre hypophyse bien sûr, il faut que tout cela soit réactif, soit capable de sécréter les bonnes hormones au bon moment. Et donc, ce sont ces capacités dites d'adaptation avec la noradrénaline, avec le cortisol, avec tous ces médiateurs de la réaction d'adaptation. Pour cela, ces plantes peuvent tout à fait nous aider. Encore, chapitre des devinettes, mais sûrement plus facile à gauche. Rajoutez du vin blanc et vous aurez trouvé la plante. C'est du cassis. Bon, en haut, c'est l'églantier. Et en bas, c'est moins connu. C'est pas des navets, c'est pas des panais, c'est le maca. Cassis, donc, encore des plantes adaptogènes, hein. Le terme d'adaptogène,
surtout la rhodolia et le chef de file, ce sont des plantes qui sont ni stimulantes, qui augmentent nos capacités d'adaptation. Quand on sent qu'on ne réagit plus, vous savez, moi, un bon signe, quand un patient me dit « je suis plus comme avant », je suis plus comme avant, pour moi, c'est une puce à l'oreille de nécessité. Si mon patient était un ordinateur, je l'éteindrais et je rallumerais. Vous savez que c'est comme ça hein, quand on résout les problèmes informatiques maintenant. Sauf que les patients, on ne peut pas faire avec comme ça. Pour relancer, pour rebooter un peu tous les circuits d'adaptation endocrinienne, il y a ces plantes dites adaptogènes. Et donc le cassis, qui est un draineur extrêmement puissant, le cassis, il agit absolument sur presque tous les tissus. Il a une action dite cortisone-like. Hein, il y a une espèce de cortisone naturelle qui fait d'ailleurs que c'est un grand anti-allergique aussi. Hein. Pas parce qu'il contient un petit peu, surtout il stimule les glandes surrénales pour sécréter le cortisol naturel. Et c'est un nettoyeur, un détox général du corps. L'églantier aussi. Alors, l'églantier, extrêmement riche en vitamine C. J'écoutais la brillante intervention de mon ami Patrick Aubé tout à l'heure. Comme je n'ai pas écouté en totalité, je ne sais pas s'il a parlé de l'églantier, l'acérola bien entendu, mais l'églantier est riche en vitamine C aussi et stimulant des glandes surrénales. Avec plus l'églantier, une action sur la sphère ORL quand même. Et puis le maca, ce n'est pas pour rien que cette plante pousse au Pérou en grande altitude, un peu comme une autre plante, mais que je ne conseille pas sur un plan médicinal, hein, qui est la feuille de coca, hein, qui est aussi très adaptogène. Hein, mais enfin, bon, ça, ce n'est pas un conseil médical, parce que les effets secondaires sont bien supérieurs aux effets désirés. Mais le maca est une plante extrêmement adaptogène, un peu des situations extrêmes, c'est-à-dire le froid. Hein, les gens qui doivent partir au sport d'hiver ou partir... Alors, ils suivent la famille, mais un peu à contre-cœur, parce qu'ils ont l'impression qu'ils vont tout attraper, qu'ils vont s'enrhumer. Ce n'est pas leur truc, ils y vont un peu par devoir. Je conseille souvent une petite cure de maca, le froid, l'altitude, voire les sportifs de haut niveau, ce qui est un autre chapitre. Là, ce sont des devinettes assez faciles. Cette belle fleur découverte par les conquistadors en Amérique, lorsque les conquistadors, donc catholiques, sont arrivés, ils ont vu cette fleur et ils y ont vu, on ne voit pas bien dans le centre, le pistil, là, ils ont vu la croix du Christ. Ils ont vu le marteau et la pince autour. Moi, je ne l'ai jamais très très bien vu, mais bon, ils ont imaginé ça. Et surtout, ils ont vu que la fleur avait 12 pétales. Bon, moi j'ai photographié, surtout en Corse, où il y en a des merveilleuses, énormément de fleurs de cette plante. J'ai jamais vu qu'il y avait précisément 12 pétales, mais en tout cas, les conquistadors ont vu 12 pétales. Alors, la croix du Christ au milieu et 12 pétales autour, ils l'ont appelée la fleur de la passion. Et c'est la passiflore qui donne le maracuja, le fruit de la passion. À droite, la plante de la Saint-Jean, le millepertuis, qui s'appelait en langage vernaculaire du Moyen-Âge fuga démonium, ça faisait fuir le démon. Vous imaginez la capacité de cette plante-là. Et la plante d'en bas, c'est un peu plus difficile, c'est le griffonia. La passiflore, plutôt, alors là on est sur l'axe émotionnel, la 4e ligne de défense dont je parlais, pour récupérer un bon sommeil récupérateur la nuit. L'avantage, c'est que le jour, on peut très bien prendre de la passiflore pour s'apaiser un petit peu. Ça n'est pas un somnifère à proprement parler. Le griffonia, qui agit à la fois sur l'anxiété, mais sur l'humeur. C'est un très bon antidépresseur aussi, surtout dans ces petites dépressions, ces petits passages à vide, dépressions légères. Là, on va avoir, avec l'automne, la baisse de la lumière, et tous ceux qui sont sensibles à la fois à la morosité du climat et à la baisse de la lumière, au fait qu'il fasse nuit à 4 heures de l'après-midi. C'est des plantes, le millepertuis aussi, excellent pour ces syndromes automno-dépressifs. Et c'est vrai que ne pas être bien à l'automne, se laisser aller un petit peu à une espèce de petite grisouille mentale, ne pas faire le ménage émotionnel, de se dire non, allez, il faut que je reste dans le move, dans la joie de vivre, eh bien ça diminue les défenses immunitaires. Et en cette période où on va avoir les rhumes, les bronchites, et on ne sait pas trop
les chiffres qui nous sont annoncés ne sont pas très rassurants. Ce qu'on va faire avec ce virus que l'on déteste, mais qui semble, lui, beaucoup nous aimer. Donc c'est intéressant de pouvoir être préventif avec ce type de plante, hein. Le millepertuis qui a 3 cibles. Alors on connaît les contre-indications du millepertuis, hein, parce que comme c'est un inducteur enzymatique au niveau du foie, ça nettoie le foie. Pour dire les choses simplement, le millepertuis nettoie le foie trop vite. Donc si on prend la pilule part dans les urines. Ce n'est pas le but de la manœuvre, hein. Si on prend des antirétroviraux parce qu'on a un VIH, pareil. Donc il y a quelques contre-indications d'association avec le millepertuis, pas parce que le millepertuis est toxique, mais parce qu'il est trop efficace en tant que détox hépatique. Il agit au niveau des neurones, il stimule la sérotonine, comme toute la famille du Prozac, en passant par la paroxétine, les citalopram et compagnie, hein, c'est une action voisine. Il agit au niveau des muscles avec une action tonique. Ça, les antidépresseurs chimiques ne le font pas. Les antidépresseurs chimiques, ils agissent sur la sérotonine. Mais quelque chose aussi qui tonifie les muscles, vous savez bien, quand on n'est pas bien, quand on est déprimé, en général, on est un petit peu raplapla et fatigué. Donc c'est intéressant. Et l'action au niveau du foie dont je parlais. Alors, on aurait pu parler également de plein de plantes. Regardez le marube blanc. Intéressant chez les gens qui commencent, alors les allergies respiratoires nez et sinus. Beaucoup de gens commencent par une pathologie de type allergique et immédiatement ça se surinfecte. Et les allergies, vous allez me dire, ils parlent des allergies au mois d'octobre. Oui, aujourd'hui, on ne peut plus parler des allergies spécialement de mars à juillet, août, comme on le faisait auparavant. Les facteurs de pollution, la bétonisation, et avec hélas ce qui s'est passé de façon dramatique à Nice ces derniers jours, ça nous conforte dans cette idée, la bétonisation à outrance a fait qu'il y a beaucoup de taillis, beaucoup de buissons où il y a des herbes qui ne poussaient pas auparavant, comme l'armoise par exemple, et qui sont extrêmement allergisantes. Donc plus les microparticules, le niveau de pollution de l'air, fait que tout le monde est devenu un petit peu allergique. Pas une allergie spécifique, mais on hyper-réagit à notre environnement. Et le marube blanc est une plante tout à fait intéressante lorsque ça commence par de l'allergie et qu'ensuite, eh bien, immédiatement, ça se surinfecte comme si l'allergie faisait réagir la muqueuse. Et du coup, qu'est-ce que c'est qu'une allergie? C'est une réaction immunitaire de défense, mais qui se trompe de cible, qui est extravagante et qui se trompe de cible. Du coup, les virus et les microbes peuvent plus facilement pénétrer. On pourrait parler aussi, on connaît tous cette plante parce qu'il y en a dans toutes les pelouses, tous les terrains vagues, le plantain, très anti-inflammatoire, aussi anti-allergique sur les muqueuses respiratoires. On fait des tisanes de plantain, mais on peut prendre aussi le plantain sous forme phytothérapique, d'une phytothérapie moderne, avec cette forme gélule qui a révolutionné quand même la phytothérapie. Maintenant, on a des biodisponibilités qui n'ont rien à voir avec ce qu'on avait auparavant. Je prescris beaucoup de tisanes, je promeus l'utilisation des tisanes, mais traîne encore beaucoup dans l'idée de beaucoup de monde. Ah bah oui, les plantes, oui, ça fait pas de mal les plantes, mais bon, comme s'il y avait une espèce de superficialité de l'action. La concentration, les extraits secs surtout, les poudres totales de plantes, la notion de totum avec tous les constituants de la plante dans une gélule, ça donne des concentrations en actifs qui n'ont plus rien à voir avec l'utilisation traditionnelle, parce qu'à l'époque on n'avait que ça, des plantes où c'était des décoctions, des tisanes, des choses comme cela. Donc le plantain est très intéressant à cet égard. Mais on pourrait également parler du pélargonium, cette variété particulière de géranium active sur les bronches, bactéries mycoses, surtout les mycoses digestives, et c'est un des grands régulateurs de ce qu'on appelle la dysbiose. La dysbiose, c'est le déséquilibre, c'est un nom un peu compliqué pour dire le déséquilibre de la flore intestinale. Lorsqu'on a malmené nos bonnes bactéries et qu'on a laissé pulluler, forcément les mauvaises, il y a un équilibre écologique
qui se fait dans notre intestin, souvent favorisé par certaines intolérances alimentaires, par une alimentation déséquilibrée, souvent par beaucoup de stress. Rappelons que 80% de notre sérotonine, c'est la sérotonine, l'hormone du bonheur, celle qui augmente quand on donne du Prozac, 80% de la sérotonine est fabriquée dans notre intestin et 20% seulement dans le cerveau. C'est dire, si on parle de second cerveau, moi je parle souvent du premier cerveau. Celui qui est à l'étage obéit, si je puis dire, au premier, en tout cas au niveau du monde émotionnel. Je ne parle pas intellectuellement quand même, il ne faut pas exagérer, mais au niveau émotionnel, tout se passe comme si c'était le premier était là et le deuxième ici. Et le pélargonium est une plante qui peut aider à cet égard. On pourrait parler évidemment de l'eucalyptus, ce grand antiseptique. Hein. Alors, l'eucalyptus s'utilise en tisane, il s'utilise en gélule aussi. Surtout, c'est son utilisation en huile essentielle qui développe toute sa capacité d'action antiseptique, antivirale, antibactérienne, mais aussi anti-inflammatoire. Ça décongestionne le nez, les sinus, hein, et ça contient des principes actifs en commun avec un certain nombre d'autres plantes balsamiques, dites balsamiques. Et d'ailleurs, les fabricants de sirops depuis la nuit des temps, s'ils ne se sont jamais trompés, puisque tous les sirops à base d'eucalyptus, avant que des sirops plus chimiques ou que la grande mode des mucolytiques, des sirops qui font fondre le mucus, dont on connaît maintenant beaucoup les inconvénients, en particulier sur le plan des effets secondaires gastriques, mais presque tous les sirops contre la toux contenaient de l'eucalyptus ou d'autres balsamiques, mais très souvent c'était l'eucalyptus. Je terminerai en parlant de l'acérola et surtout en n'en parlant pas, puisque pendant 1 heure, vous avez eu brillamment l'intervention donc, du docteur Aubé à cet égard. Mais sa richesse en vitamine C, son effet tonique pour résister aussi au stress, est une des plantes aussi qui peut avoir tout à fait et grandement son intérêt dans cette indication. Ben écoutez, prenez soin de vous, ça sera mon message de fin. Bien évidemment, je vais répondre s'il y en a à des questions. Et voilà, prenez soin de vous. Je dirais, prenez soin de vous, je vais insister un petit peu, à plusieurs égards. Faites attention à vous, méfiez-vous du virus. Il est là, ce n'est pas une illusion. Il n'est pas fabriqué à la télé, le virus, il existe vraiment. Les patients, ils sont vraiment dans les services de réanimation. Mais aussi, prenez soin de vous, de votre émotionnel, de votre psychisme. Ne vous laissez pas envahir par la peur, par les peurs, parce que c'est très mauvais. Ayez confiance en vous-même, dans votre humanité et dans vos capacités biologiques, parce qu'elles existent. Et donc, suivez la ligne du milieu, le juste milieu des sages orientaux qui consiste à ne pas confondre prudence et peur. Merci. Oui, on va vous donner. Oui, on va vous donner le micro. Moi, je vous entends, mais c'est pour les internautes. Oui, voilà. Je voulais savoir, par rapport à ce que vous avez dit sur le millepertuis, est-ce que, dans la mesure où il draine le foie rapidement, est-ce que ce ne serait pas contre-indiqué en cas de calcul biliaire ? Je vais répéter la question pour être sûr d'avoir bien compris. Est-ce que le millepertuis est contre-indiqué lorsqu'il y a des lithiases et calculs dans la vésicule biliaire du fait de son action sur le foie? Non, parce que ça n'est pas un médicament. Contrairement, alors il faut faire attention avec le chardon-marie par exemple, ou avec la chélidoine, qui sont des plantes qui sont beaucoup plus cholagogues et cholérétiques, c'est-à-dire qui stimulent la sécrétion de bile par le foie.
Ce n'est pas le cas du millepertuis, qui est plus une plante détox sur la cellule hépatique. Hein. Et donc, les toxines, ça ne va pas s'éliminer forcément par voie biliaire. En tout cas, ça ne va pas augmenter ni la quantité de bile, ni son élimination. Donc, non. D'accord, j'ai compris. Merci. Je regarde s'il y a des questions en ligne, mais je n'en vois pas. Les internautes sont tout à fait les bienvenus pour poser des questions. Avez-vous, je crois qu'il y en a une, mais évidemment, mes capacités visuelles. J'en ai une. Excusez-moi, les cures de citron en détox pour le foie, c'est une légende alors? Vous ne l'avez pas cité? C'est une légende? Oh non, mais on peut pas. Non, ne considérez pas surtout que tout ce que j'ai pas dit est faux, hein, parce qu'on ne peut pas tout parler. Le citron, c'est excellent. Il faut faire attention par contre. Alors, le citron a un effet parfois un peu paradoxal. C'est très détox sur le foie, en particulier. Alors, l'huile essentielle de citron, quelquefois, il faut se méfier de sa violence, avec un petit V, pas avec un grand V, mais la violence de son action. Hein. Mais le citron est un grand draineur du foie, effectivement. Tout à fait. Et donc, avez-vous des conseils à base de plantes pour les asthmatiques? Voilà, c'est une question qui nous est posée par Jérémy. Eh bien, oui, bien sûr, il y a des conseils de plantes pour les asthmatiques. C'est vrai que les corticoïdes inhalés, depuis un sacré nombre d'années, ont considérablement changé le traitement de fond des patients asthmatiques, puisque maintenant, avec les corticoïdes inhalés, si on prend le soin de bien se rincer la bouche et de ne pas avaler inutilement de la cortisone une fois qu'on a fait son poète-poète, ça représente une action anti-inflammatoire sur les bronches très efficace avec très peu de corticoïdes. Et donc, c'est vrai que ça a révolutionné quand même le traitement de l'asthme. Mais toutes les plantes, en particulier balsamiques, l'eucalyptus, le thym. Alors, moi, dans ces cas-là, j'utilise et je teste, parce qu'il faut faire attention, il vaut mieux consulter quand même un spécialiste, parce que l'aromathérapie, qui est particulièrement indiquée, mais dans ces cas-là en absorption, parce qu'il faut se méfier chez un asthmatique des huiles essentielles qu'on diffuse dans la pièce. On peut aussi provoquer une crise d'asthme, ce qui serait quand même un peu ballot, puisque c'est précisément pour se soigner. Mais on peut faire des préparations et un médecin phytothérapeute ou un pharmacien qui connaît bien et qui peut utilement conseiller, dans ces cas-là, les huiles essentielles sous forme ingérée, donc de gélules peuvent avoir une bonne action, mais aussi certaines plantes, comme par exemple le plantain. Je donne aussi volontiers des cures d'églantier. Aussi, quelque chose dont je n'ai pas parlé ici, parce que c'est à la limite entre la phytothérapie et l'homéopathie, c'est les bourgeons d'églantier qui ont une bonne action et sur les bronches et sur la sphère ORL. On pourrait parler aussi du bouleau, qui est une plante intéressante. On pourrait parler de 1000 choses, mais il y a beaucoup de possibilités dans l'asthme, en complément ou en substitution, mais au moins en complément du traitement de fond habituel. Il y avait une autre question et je n'en vois pas d'autres. Je vais me rapprocher de l'écran. Non, je ne vois ni de questions, pas de questions d'autres internautes, ni dans la salle. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup pour votre attention.